Bonjour à tous, bienvenue sur mon premier tuto Sora en français. Beaucoup d'entre vous m'ont contacté pour me demander pourquoi j'avais pas fait les vidéos en français d'abord. C'est une très bonne question et la réponse est que, comme vous allez le constater dans la suite de la vidéo, j'aime bien me compliquer la vie. Assez parlé de moi, maintenant parlons un peu de Sora. Et avant de plonger dans les replays, je vous propose un petit tour d'horizon de l'actualité de Sora, notamment depuis ma dernière vidéo il y a 2 mois. Je vais aussi en profiter pour ajouter 2 ou 3 trucs par rapport à la version anglophone, donc vous étonnez pas si ce n'est pas 100% pareil. Dans le doute, dites-vous que la version francophone est la meilleure. Beaucoup de choses se sont passées et les nouvelles de l'écosystème Sora ont été beaucoup plus joyeuses que l'actualité mondiale en ces temps de pandémie. Donc si vous cherchiez des voyants au vert et de la croissance dans tous les sens dans les derniers mois, il fallait regarder du côté de Sora. En effet, le nombre de joueurs ne cesse d'augmenter et ça a plutôt tendance à s'accélérer. Par rapport au mois de mars, on note une augmentation de près de 60% du nombre de joueurs possédant au moins une carte. Il y en a 1000 aujourd'hui. Et pareil, 60% du nombre de joueurs possédant plus de 5 cartes. Il y en a 500 aujourd'hui. Le nombre de joueurs actifs ne cesse d'augmenter aussi. Et la semaine dernière, il y avait 700 équipes en division 4 All-Star et 140 équipes en division 2 All-Star. Vous pouvez voir la tendance sur la droite grâce aux graphiques qui m'ont été fournis par Solar Data. Je reviendrai là-dessus juste après. De nouveaux clubs continuent d'être annoncés, notamment le Betis Séville ou le Shakhtar Donetsk en Europe. Et là, ça commence à faire vraiment beaucoup de monde en Europe. Et puis, il y a le club de La Plata en Argentine, où Maradona est actuellement entraîneur. Avec ce partenariat, Soar fait ses premiers pas en Argentine et plus généralement sur le continent américain. Je sais que beaucoup de joueurs de Soar regardent de ce côté-là de l'Atlantique dans l'attente de nouvelles annonces. J'ai pas d'infos particulières sur le sujet, donc attendons de voir ce que l'avenir nous réserve. En attendant, il y a une certitude, si vous voulez une carte d'entraîneur sur Soar, il n'y en a qu'un, et c'est Maradona. Pour l'instant, la principale utilité est la collection. L'énorme projet de ces derniers mois s'est déroulé en coulisses avec la migration de Loom vers Ethereum. C'est un changement de modèle opérationnel pour Sora car chaque utilisateur a désormais un wallet dans lequel sont stockées les cartes. Les transactions ont lieu sur la plateforme de Sora et sont ensuite inscrites sur la blockchain d'Ethereum. Et le temps pour que l'écriture se passe dépend essentiellement de la performance et de la capacité du réseau Ethereum au moment de la transaction. Donc le nouveau modèle est beaucoup plus sûr, mais quand même moins fluide à l'utilisation. Cela dit, sur la base des feedbacks et de ma propre expérience, l'expérience utilisateur reste bonne. Cette migration correspond aussi à un changement de modèle financier, car l'émission des cartes pour les nouvelles enchères a un coût. L'émission des récompenses aussi dans les tournois a un coût, et chaque transaction sur Ethereum a un coût. Donc le coût varie et dépend grandement de la capacité du réseau, et pour le moment, Torah supporte tous les coûts pour les utilisateurs. En conclusion, sur la base des feedbacks reçus dans les jours qui ont suivi la migration, on peut considérer que le projet a été un grand succès, notamment par la vitesse à laquelle il a été délivré, qui est assez impressionnante. Le dernier point à mentionner dans l'actualité de Soar concerne l'écosystème. Il y a beaucoup de talents, de compétences techniques et de passion chez les joueurs, et plus généralement chez les gens qui gravitent dans l'univers de Sora. Et donc naturellement, quelques projets très cool commencent à se concrétiser. Il y a notamment Sora Data qui me fournit toutes les stats sur le trading et sur les joueurs. Ça vaut vraiment le coup d'y jeter un œil. Je peux mentionner aussi CryptoSlam qui va pouvoir vous apporter des infos sur le trading en lisant la blockchain. Sorar MVPs qui a une approche un peu plus qualitative avec des petits articles sur chacune des cartes à très grande valeur de Sorar. Pour l'instant, ça n'existe qu'en anglais. Le logo en haut à droite est un avant-goût d'un projet cross-platform qui attire ma curiosité, donc je vais attendre de voir ce que ça donne. Et il faut aussi mentionner les quelques communautés Football Manager qui se sont jointes à la fête. Donc n'hésitez pas à aller regarder un peu ce qui se fait dans l'écosystème. Vous n'êtes vraiment pas à l'abri de tomber sur du contenu très cool et des gens très sympas. Donc voilà pour l'actualité. Maintenant parlons un peu des tournois replay qui ont été mis en place par Soar pendant les interruptions du football liées au Covid. Le concept est relativement simple. Pour chaque tournoi pendant l'interruption, Soar choisissait au hasard une journée de la saison 2019-2020. Le score des joueurs lors de cette journée de championnat était utilisé pour calculer les résultats du tournoi, et il y avait 2 tournois par semaine. C'était un format de jeu qui reposait énormément sur les stats. Ces tournois replay ont été une excellente idée parce que ça a contribué à maintenir la dynamique de la communauté avec des tournois et des récompenses régulières, aussi d'attirer de nouveaux arrivants.
Et aussi, d'un point de vue du marché, ça a permis d'éviter une baisse des volumes et une baisse des prix, comme vous pouvez le voir encore une fois sur les graphiques mis à disposition par Sorar Data. Donc pour vous donner une idée de ce qui s'est passé pour moi lors de ces premiers replays, jetons un œil à l'effectif de Flipper avant les tournois. Si vous aviez suivi les vidéos précédentes, même en anglais, vous devez vous rappeler que j'avais ce projet de faire une nouvelle carrière d'entraîneur pour les tutos, avec seulement un demi-Ether. Je savais évidemment pas qu'il y aurait le Covid et les replays, donc j'avais constitué un effectif pour les playoffs de la Jupiler League, plus quelques bonnes opportunités que j'avais trouvées sur le marché. Au total, j'avais investi mon demi-Ether sur 10 rares, et si vous avez déjà regardé la vidéo en anglais, vous savez probablement que j'ai gagné 4 communes et 14 rares sur les 15 tournois de replay. En réalité, j'ai gagné 15 rares, parce qu'il semble que je n'avais pas récupéré une récompense lors de l'avant-dernier tournoi de cette série. Avec la règle des récompenses qui a changé, j'ai dû passer à côté de celle-ci. Elle m'appartenait sur la blockchain, mais n'apparaissait pas encore dans ma galerie. C'est toujours une bonne surprise, d'autant que je ne voulais pas l'avouer dans la vidéo en anglais, mais j'étais un peu déçu d'être passé à une seule carte, de faire 15 récompenses en 15 tournois. Bref, à la fin des replays, j'avais multiplié mon nombre de cartes rares par 2,5, donc en seulement 2 mois, et je vais essayer de vous expliquer comment, ce qui me permettra aussi de compléter l'épisode 3 de mon tutoriel où j'étais passé un peu vite sur l'approche data scientist de la stratégie de jeu. Je dis souvent que les datas ne sont pas importantes, ce qui compte, c'est ce qu'on en fait. Dès lors que Soar a annoncé ses replays, je me suis mis en tête de construire un petit programme qui me permettrait de générer toutes les compositions possibles avec les joueurs que j'avais à ma disposition. Dans les faits, ce programme génère toutes les combinaisons possibles de joueurs et me sort le score pour chaque semaine que cette équipe produirait. Donc assez rapidement, ça permet d'identifier la probabilité d'atteindre les seuils de récompense, et c'est avec cet outil-là que j'ai fait l'ensemble de ces premiers tournois replay. Si vous regardez bien, vous voyez que effectivement, pour cette équipe précise, avec ce capitaine, j'arrivais à un pourcentage de chance de 69%. Dans le cadre de cette vidéo, c'était pour le deuxième tournoi. Donc regardons rapidement ce que ça a donné. Pour le premier tournoi, voilà l'équipe que mon algo me proposait en division 4 All-Star, avec ce capitaine et les probabilités suivantes, 43% de ne rien gagner, 30% de gagner une average rare et 27% de gagner une good rare. Lors du deuxième tournoi, avec une journée en moins et les cartes qui prennent de la puissance, les probabilités ont augmenté et la probabilité de ne rien gagner a diminué à 31%, alors que la probabilité de gagner une good rare a augmenté à 31%. Lors du troisième tournoi, Soar a introduit les divisions Jupiler, qui sont en fait deux divisions, 4 et 3, qui sont réservées exclusivement à des joueurs du championnat de Belgique. Pour ces divisions, les seuils de récompense étaient plus bas, et donc la probabilité de récompense a augmenté significativement. Pour la même équipe, je me retrouvais avec seulement 20% de chance de ne rien gagner. Mais les probabilités n'ont pas seulement augmenté du fait des seuils, elles ont augmenté aussi car je pouvais, à partir de ce moment-là, faire 2 équipes de division 4, donc potentiellement couvrir plus de journées de championnat. C'est ce qui se passe dans cet exemple où la probabilité de ne rien gagner passe de 20 à 18%. Je suis retourné sur mon algorithme pour l'affiner un peu et lui permettre d'optimiser non seulement les équipes pour une division, mais aussi d'optimiser les équipes entre les divisions. La meilleure façon d'illustrer ça, c'est de prendre l'exemple de mon compte principal, PAP, que j'ai réactivé pour l'occasion de ces replays. Donc, bien sûr, pas en division 4, All-Star ou Jupiler League, où Flipper avait les occasions de gagner des rewards. Mais bon, vous voyez que dans ce cas-là, j'ai fait des équipes en division 2 et 3, All-Star et moins de 23 ans. Et j'ai choisi les compositions les plus complémentaires afin de couvrir un maximum de journées. Dans l'exemple du tournoi numéro 3, il y avait que 2 journées où je ne gagnais rien, les probabilités étaient globalement très bonnes. Malheureusement, dans le cadre de ce tournoi-là, c'est la journée numéro 39 qui a été tirée, et donc j'ai rien gagné, pas été particulièrement chanceux, mais ça a été un thème tout au long des replays pour mon compte principal, j'y reviendrai un peu plus tard. Une fois qu'on a fait tout ça et dit tout ça, qu'est-ce qu'on peut en apprendre? Que tout cet exercice est une opportunité parfaite pour illustrer l'effet cumulatif des récompenses. Ce que j'appelle, dans les termes plus simples, l'effet boule de neige. La plupart des gens n'ont pas conscience de l'énorme rendement qui découle directement de cet effet boule de neige. Et ceux d'entre vous qui travaillent en finance, ils auront peut-être l'opportunité d'utiliser de l'effet de levier, c'est-à-dire d'emprunter des cartes pour générer un rendement encore plus élevé. Il aurait été extrêmement difficile d'isoler l'effet boule de neige
en dehors des replays, et on ne peut le visualiser si clairement que parce que les probabilités sont connues avant chaque tournoi en replay. Donc saisissons cette opportunité d'analyser tout ça. Pour vous expliquer un peu le graphique, chaque barre représente un tournoi, et chaque couleur représente la probabilité d'un événement. Donc si on regarde le premier tournoi, on voit 43%, 30% et 27% pour les probabilités d'avoir pas de reward, une average rare ou une good rare. Si on passe au deuxième tournoi, 31%, 38%, 31% qu'on retrouve ici aussi. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai acheté aucun joueur durant ces replays, et pourtant vous voyez que la probabilité de ne rien gagner a diminué de 43% à 6%, et ça a été seulement par l'effet des récompenses que j'ai accumulées. De la même manière, la probabilité de gagner une average rare a diminué de 30%, à seulement 13%. Et à l'inverse, la probabilité de gagner une good rare a fait plus que doubler en passant de 26 à 56%, et je ne parle même pas de la probabilité de gagner 2 good rare, qui était inexistante au début et qui est passée à 25%, c'est-à-dire une chance sur 4 à la fin. Donc malgré la contrainte de l'XP qui a fait que je pouvais plus utiliser mes joueurs aussi librement, les probas ont continué de s'améliorer en ma faveur. À la fin des 15 tournois, la probabilité de gagner 2 good rare était équivalente à ma probabilité d'en gagner une seule en début de replay. Et comme je l'ai dit juste avant, la probabilité de gagner une good rare a fait plus que doubler. C'est donc qu'en 15 tournois, mon espérance de gain a fait plus que doubler sans avoir investi un euro supplémentaire. Juste par l'effet boule de neige des récompenses. Tout ça c'était la théorie. Malheureusement en pratique on ne gagne pas à tous les coups, mais quand on regarde à ce qui s'est réellement passé, on voit que j'ai pas été chanceux ou malchanceux. 5-6 tournois dans la partie inférieure du graphique ont été compensés par 3-4 tournois avec 2 rewards, donc grosso modo les 15 cartes que j'ai reçues correspondent à ce à quoi je pouvais m'attendre d'après les statistiques. Maintenant, jetons un œil à ce qui s'est passé avec mon compte principal, PAP. J'ai utilisé le même algo pour faire 4 à 5 équipes dans chaque tournoi. Le but était de pas faire trop d'équipes pour limiter le gain d'XP, et je le rappelle, de ne pas faire d'équipes dans les divisions où Flipper avait une chance de gagner une récompense. L'objectif initial était de 40 récompenses, dont 7 ou 8 super rares, ce qui correspondait à peu près à une probabilité de 50% pour chaque équipe. En plus, de temps en temps, je faisais une équipe en division 1 pour accumuler un peu d'XP sur les uniques quand il y avait une opportunité, en weekly, mais j'ai jamais gagné quoi que ce soit dans ces divisions. Ce qui est intéressant de noter, c'est que par l'optimisation multidivision de mon algo, vers la fin de ces replays, seulement 3 équipes étaient suffisantes pour avoir 100% de chance d'obtenir au moins une good reward. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus aucune chance de ne pas gagner, avec seulement 3 équipes. Lors des quelques premiers tournois, le tirage n'a pas été forcément en ma faveur. C'est que j'avais pris beaucoup de retard que j'ai rattrapé pendant les tournois 4, 5, 6. Au 6e tournoi, j'étais revenu grosso modo dans les clous de mes objectifs initiaux. Puis ça a continué sur cette tendance jusqu'au 11e tournoi où en fait les règles des seuils de récompense ont changé et ça m'a fait perdre à peu près une carte par tournoi. Je m'arrête 2 secondes sur le changement de règles des seuils parce que c'est quand même intéressant. Comme moi, beaucoup de joueurs se sont rendus compte qu'il y avait une possibilité d'optimiser leurs équipes, même sans algorithmes, car avec seulement 30 journées parmi lesquelles choisir, c'était relativement facile de trouver des compos qui faisaient des gros scores sur certaines journées. Et donc, les scores de plus de 60, si on ignore les levels, étaient surreprésentés par rapport à la distribution théorique des scores d'équipe. Normalement, les scores au-dessus de 60 représentent à peu près 1,2%. Or, dans ces replays, ça pouvait parfois atteindre plus de 10%. Donc, en conséquence, le record de Sora a été battu plusieurs fois jusqu'à atteindre 108,1 pour une équipe sans levels, sans multiplicateur. Pour remettre un peu ça dans le contexte, 108,1, c'est dans le top 20 des 378 millions de scores que j'avais simulés pour générer ce graphique de distribution théorique. Une des conséquences de cette surreprésentation a été que énormément de joueurs se retrouvaient au-dessus des seuils. Pour illustrer ça, on peut utiliser la division 2, parce que dans la division 2, le top 15% pouvait être estimé par une fonction utilisant comme variable le nombre de super rares dans le marché, scorant plus de 10, 15 ou 20 lors des journées concernées. Grâce à l'optimisation d'équipe, parfois plus de 30% des joueurs pouvaient se retrouver au-dessus des seuils et donc avoir le droit à une super rare dans les tournois. Donc Sora a limité les récompenses au top 15, indépendamment des seuils, et a fait la même chose dans les autres divisions, même si le seuil était un peu plus haut. Dans tous les cas, il était plus possible de distribuer 450 rewards, comme ça a été le cas, si je me souviens bien, pour les semaines 46 et 43. Pour revenir rapidement à la fin des tournois replay de mon compte principal PAP,
J'ai continué sur la dynamique que j'avais connue après le tournoi numéro 11 et j'ai terminé ces premiers replays avec 33 récompenses, dont 4 super rares. Donc pour ça, j'avais acheté une seule carte qui était une super rare de Dzeko pour un Ether et demi. Et cela dit, il faut quand même garder en tête que j'ai pas commencé les replays sans rien, j'avais une collection d'environ 50 cartes qui était déjà bien compétitive. Au final, j'atteins pas tout à fait mon objectif, ce qui est un peu frustrant, notamment quand on connaît les probabilités réelles. Néanmoins, il est quand même difficile de dire que le rendement était pas bon pour moi sur ces replays. Ma conclusion de tout ça est que tant que vous jouez sérieusement dans des replays, ou dans un format replay, le rendement est très bon, même si vous n'avez pas particulièrement de chance. L'important est de jouer aussi souvent que possible afin de bénéficier de l'effet boule de neige des rewards que j'ai expliqué tout à l'heure. J'espère que tout ça vous a donné un bon aperçu de ma stratégie et probablement des idées. La bonne nouvelle pour vous, c'est que toutes les stats ont été mises à disposition par Sorare. Vous allez les trouver dans le commentaire en dessous de cette vidéo. Donc je compte sur vous pour en faire une bonne utilisation et d'accumuler un maximum de récompenses d'ici le retour du vrai football qu'on attend avec impatience. Merci d'avoir écouté cette première vidéo en français. Pour ceux d'entre vous qui découvrent Sorare à l'occasion de cette vidéo, n'hésitez pas à vous inscrire en utilisant le lien ci-dessous et en suivant la procédure qui vous permettra d'obtenir une carte rare gratuite. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou sur Discord. Je vous répondrai avec grand plaisir. À bientôt.